Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de la saison 2019-2020 du championnat du monde d'endurance. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Louis, comment vas-tu ? Eh bien, salut Clément, ça va très bien, bonjour à tous. Et on commence tout de suite cette présentation par le sommaire. Alors on va d'abord présenter les 4 catégories. Donc dans l'ordre, on va faire GTE AM, LMP2, donc les deux championnats intercontinentaux, plus GTE Pro et LMP1, donc les deux championnats mondiaux. Et puis on terminera par le calendrier puisqu'il y a eu quelques modifications et tu nous en diras ce que tu en penses. Mais on va tout de suite commencer par la catégorie GTE AM. Alors très peu de changements dans cette catégorie. L'an dernier nous avions 9 voitures, cette année nous en avons 11. Les deux rajouts, c'est très simple, c'est une deuxième voiture pour le team Project One qui avait plutôt bien performé comme team l'an dernier, qui s'est permis de rajouter une deuxième voiture. Et on a aussi une deuxième AF Corse. Alors Spirit of Racing s'est renommé en AF Corse officiellement. Et on a du coup 2 voitures d'AF Corse. Qu'est-ce que tu penses de ce plateau de 11 voitures en GTE AM ? Alors écoute, comme tu l'as dit, il y a assez peu de changements. Je rajouterais quand même la Red River Sport, qui est un nouveau team qui va engager une Ferrari. Et quand on clique dessus sur Wikipédia, ça renvoie vers AF Corse. Donc je pense qu'il y aura même 3 voitures AF Corse. Et la troisième sera renommée Red River Sport. Enfin en tout cas, courira sous cette bannière britannique. Avec 3 pilotes britanniques d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, qui sont des gentlemen drivers j'imagine. Mais effectivement une catégorie qui jusque-là était relativement intéressante, avec des belles bagarres, et puis j'ai envie de dire on prend les mêmes et on recommence, donc ça risque d'être de nouveau sur les mêmes bases que ces années précédentes. Alors, qui vois-tu se détacher du peloton ? Est-ce que tu penses que Project One peut confirmer une deuxième année de suite les très bons espoirs qui sont placés cette première année, ou est-ce que les 3 gros teams que sont AF Corse, DMC Proton Racing et Aston Martin Racing, qui récupèrent les nouvelles Vantage, peuvent reprendre la main sur le championnat ? Étant donné qu'il y a une balance de performance aussi, je pense que finalement la voiture est un peu secondaire dans cette catégorie, donc ce sera plutôt les équipages qui feront la différence. Maintenant, effectivement, ce Team Project One, il est très séduisant, il a fait une très bonne saison l'année dernière, et puis cette année, de nouveau, on repart sur de très bonnes bases. Et je rappelle qu'on retrouvera Matteo Cheroli, qui est quand même un pilote Porsche, qui est très bon. Et puis sur l'autre voiture, sur la 57, il y aura Ben Keating et Jeroen Blekemolen qui sont aussi très connus dans le milieu pour être de très bons pilotes. Donc je pense que oui, effectivement, ce Team Project One sera à surveiller. Mais on peut penser aussi que le Team AF Corse aura une carte à jouer. Effectivement, ouais, parce qu'on pense tout de suite à un nom quand on pense à AF Corse, c'est Giancarlo Fisichella qui l'année dernière a un peu déçu, on va pas se mentir, il n'a pas été à son top, mais on fait confiance au pilote italien pour se venger cette saison et remettre haut les couleurs de la Scuderia Ferrari. Bah oui, puisque quand on met un vainqueur de Grand Prix dans une catégorie amateur, forcément on s'attend à ce qu'il performe. Effectivement, alors quelques changements notables sont à préciser, notamment l'historique trio Paul Dalla Lana, Mathias Loda et Pedro Lamy n'est plus, puisque Paul Dalla Lana a 2 nouveaux coéquipiers cette année dans le AMR Racing. Il s'agit de Ross Gunn et Darren Turner. Alors Ross Gunn, on ne le connaît pas beaucoup, hein, c'est un pilote britannique de GT. Darren Turner, on le connaît bien plus puisqu'il est pilote officiel pour Aston Martin depuis de longues années. Il a couru dans pas mal de championnats, en GT1, en endurance déjà, en British Touring Car et en British GT, donc c'est un pilote avec de l'expérience pour épauler encore une fois Paul Dalla Lana. On change un peu le trio, mais ça reste quand même un trio de qualité. Oui, je pense qu'il y a eu, peut-être pas des pressions, mais en tout cas des remarques faites à Aston Martin, parce qu'on s'était déjà posé la question plusieurs fois de ce trio avec Dalla Lana et puis notamment Pedro Lamy qui était quand même très très fort. Et on se disait, oui, c'est pas vraiment un trio qui est adapté au GTE AM, ce serait limite un trio GTE Pro, et je pense qu'il y a eu des changements de fait dans cette optique-là par Aston Martin. Effectivement, ouais, Ross Gunn apparaît quand même moins fort que le duo Loda-Lamy, qui était effectivement, comme tu dis, des pilotes quasiment pro. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette catégorie, ou si on peut passer tout de suite à la catégorie LMP2. Eh bien écoute, je te propose de passer au LMP2. Alors en LMP2, on a eu quelques changements supplémentaires. Déjà, le Jackie Chan DC Racing, qui avait 2 voitures en dernier, s'est splitté. Une voiture conserve le nom de Jackie Chan DC Racing, l'autre récupère le nom de l'écurie qui exploitait les voitures, le Jota Sport. On a l'arrivée de Setila Racing qui engagera une Dallara, de Cool Racing qui engagera une Oreca, de High Class Racing qui engagera une Oreca, et du monstre un petit peu de la catégorie LMP2, tout championnat confondu, United Autosport, qui arrive enfin en championnat du monde d'endurance avec une Oreca. Qui vois-tu s'imposer dans cette catégorie? Qui vois-tu être un peu la bête noire de cette catégorie?
Bah, écoute, c'est assez compliqué parce que c'est un beau plateau, il y a assez peu de voitures finalement, mais c'est quand même un plateau assez homogène avec de très bons pilotes. Tout le monde a une Oreca, bon, mis à part Alpine qui a une Alpine, mais qui est une Oreca, et mis à part le Settila Racing qui est peut-être un peu en dessous, puisque c'est des pilotes qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être moins rapides avec une voiture qui est moins performante, pardon. Mais en tout cas, le reste du plateau est très fort, il y a de très très bons pilotes, et je pense à évidemment ce United Autosport avec Philippe Albuquerque et Paul Di Resta notamment fait un peu rêver, mais il y a aussi le Racing Team Nederland avec Guido van der Garde et Nick De Vries qui devrait faire quelques piges. On a Thomas Laurent sur l'Alpine avec Pierre Rag et André Negrao, ça va très vite. Ou même encore, par exemple, Nicolas Lapierre sur la voiture du Cool Racing. Enfin, il y a de très bons pilotes. Mais je pense quand même que cette Jota Sport numéro 38 avec Roberto Gonzalez, mais surtout Antonio Félix da Costa et Anthony Davidson va être une voiture à surveiller. Effectivement, encore une fois, le Jackie Chan DC Racing qui nous propose un gros line-up avec Hoppington qui est un habitué aussi de la catégorie et Will Stevens, ancien pilote de F1. C'est vrai qu'à part Gabriel Aubry et Roberto Gonzalez qui sont un peu des pilotes plus gentlemen, puisqu'il faut un pilote bronze par écurie LMP2 en WEC, et le reste du plateau est assez fort. Est-ce que tu n'as pas quand même une petite déception qu'on voit, comme tu l'as dit, un plateau quasiment 100% Oreca? L'an dernier, on avait une Ligier, on avait une Dallara. Cette année, on n'a plus qu'une seule Dallara. C'est un peu tristounet quand même. Vivement la nouvelle réglementation, non? Bah ouais, c'est un petit peu tristouné, mais d'un autre côté, tu sais, j'ai pu aller à Spa-Francorchamps de nombreuses fois, et finalement, les courses qui donnaient le plus de spectacle, c'était les courses de Carrera Cup avec des gentleman drivers et tout le monde avec la même voiture. Donc finalement, je suis pas certain que ce soit un mauvais point pour le spectacle. Maintenant, effectivement, en tant que fan de sport auto, on aime voir du combat entre différentes voitures, et bah, il y en aura visiblement pas cette année. Effectivement, ouais, c'est là où le bas blesse, mais après ça reste une catégorie, comme tu l'as dit, qui est très très serrée. Et je te propose tout de suite de passer à une autre catégorie qui est très très serrée, théoriquement la plus serrée de toutes, le GTE Pro. Et disons-le tout de suite, cette année sera une année de transition en GTE Pro. Seulement 3 écuries inscrites, Ferrari, Porsche et Aston Martin, exit BMW après seulement 1 an et demi. Excite le programme Ford qui nous aura par contre procuré beaucoup de plaisir pendant 4 ans. C'est un plateau un peu faible en termes de nombre de voitures en GTE Pro, mais qui reste quand même assez qualitatif. Bah oui, c'est vrai que là pour le coup c'est un peu triste de voir seulement 6 voitures de 3 équipes engagées en GTE Pro. C'est vraiment dommage de perdre Ford, puisque la Ford GT était une voiture magnifique et vraiment c'était un vrai plaisir de la retrouver sur la piste. On peut aussi regretter qu'on ne retrouve pas ces Ford GT en GTE AM, mais effectivement ce GTE Pro finalement réduit à son noyau dur aux teams les plus emblématiques de la catégorie avec Ferrari, Porsche et Aston Martin. Et je pense que finalement, comme les années précédentes, ça va être un beau combat entre les 3 teams et entre les 6 équipages. Effectivement, alors on dit année de transition puisqu'on attend l'arrivée de Brabham au cours de la saison 2021, donc c'est vrai que c'est un peu la 4ème force qui va arriver, mais comme BMW, bon, c'est un peu une force anecdotique. Parmi ces 3 mastodontes qui sont tous les 3 depuis le début du WEC présents en endurance, qui vois-tu se détacher? Est-ce que Aston Martin va pouvoir revenir après l'échec de l'an dernier, ou est-ce que tu vois Porsche et Ferrari se disputer la couronne mondiale? Écoute, de nouveau, avec cette balance des performances, il ne va pas y avoir énormément d'écart entre les voitures, même si on l'a vu, comme les voitures sont très proches les unes des autres, celui qui a un petit déficit, tout de suite est très loin. Maintenant, allez, on parle d'endurance. Pour moi, l'écurie mythique de l'endurance, c'est Porsche, et je vais mettre une pièce sur Porsche. Mais je ne peux pas dire lequel des 2 équipages, parce que les deux sont très séduisants aussi. Effectivement, ouais, peut-être attendre l'annonce du 3e pilote pour la course de 24 heures, donc pour les 24 heures du Mans, pour voir qui pourra peut-être se détacher lors de la dernière course. Mais moi personnellement, je parierais bien sur la 91, celle de Gian Maria Bruni et Richard Lietz, parce que Bruni, c'est un pilote qui, depuis les années, fait le taf chez Porsche quand même de façon assez admirable. Mais si tu as raison, entre les 2 teams Porsche et même avec les 2 teams Ferrari, on a quand même des duos qui sont pour l'instant assez exceptionnels. Oui, effectivement, et j'ai hâte de voir tout ça et de voir le spectacle que va nous procurer cette catégorie, même si, comme on l'a dit, il y aura probablement un peu moins de spectacles que par le passé, justement parce qu'il y a moins de voitures. Écoute, je te propose de passer au LMP1. Un LMP1 aussi réduit à 6 voitures. Alors qu'est-ce que tu penses de ce plateau LMP1 pour cette année? Écoute, je suis... Alors comment est-ce qu'on pourrait le dire?
Je suis assez curieux de voir ce que va faire Ginetta, mais bien évidemment, j'ai aucun espoir de spectacle dans cette catégorie. L'an dernier, on nous avait vendu 10 voitures et on s'était dit, bon, ok, Toyota sera devant, mais peut-être qu'il y aura une bataille entre les 8 de derrière. Il s'est avéré que le team Ginetta était un échec sur toute la ligne dans sa première configuration, puisque Manor n'avait pas l'argent pour faire fonctionner le team. Que Baïkoles, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais a encore été une fois lamentable, que finalement le duel s'est résumé à SMP et Rébellion derrière les Toyota. Et cette année, SMP s'en va, Baïkoles fait une pause pour préparer son hypercar. Finalement, on se retrouve avec du coup Toyota qui a toujours autant d'avance et qui est la seule voiture à posséder un moteur hybride. Rébellion qui va faire un peu l'intermédiaire en étant toujours aussi sûr du matériel qu'ils ont, puisqu'en fait c'est une Oreca 07 qui a été un peu remaniée pour arriver dans la catégorie LMP1, donc ils savent très bien qu'ils ont du très bon matos mais qu'ils ne pourront jamais aller chercher les Toyota. Et puis en troisième, en queue de peloton, ce team LNT, donc le team officiel de Ginetta, qui arrive avec des pilotes plus ou moins expérimentés. Alors comme pilote expérimenté, on peut penser à Ben Handley ou Egor Orudzev, qui était l'ancien pilote de chez SMP. Mais à côté de ça, on a des Michael Simpson, des Charlie Robertson qui sont arrivés l'an dernier déjà avec le team Manor et qui étaient assez inexpérimentés et qui n'ont pas pu rouler du coup de tout l'an dernier. Donc je suis déjà assez perplexe par rapport à ça, et surtout que théoriquement on doit avoir qu'une seule rébellion pour la première course. C'est finalement une deuxième s'est rajoutée au dernier moment. C'est un peu le flou tout ça. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que cette catégorie LMP1, plus encore que la catégorie GTE Pro, c'est vraiment une année de transition et une année sacrifiée au niveau du spectacle. Bah oui, écoute, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. C'est effectivement une année de transition pour le LMP1, puisque encore plus que pour le GTE Pro, les réglementations techniques vont profondément évoluer d'ici 2021, enfin de la saison 2020-2021. Et fatalement, on a des teams, notamment comme Baïkoles, qui vont vouloir préparer ce futur, et donc qu'on ne verra pas cette année. Donc forcément, on se retrouve avec un plateau qui est réduit comme peau de chagrin, avec des équipes avec de très gros écarts de performance, du moins sur le papier. On sera peut-être surpris parce que par exemple, on ne s'attendait pas vraiment à voir les SMP vraiment bien performer. Finalement, et l'année dernière, les SMP en fin de saison étaient plutôt intéressantes à voir évoluer. Maintenant, effectivement, comme toi, je n'attends pas vraiment de spectacle de cette catégorie. Il y a quand même cette curiosité Ginetta, j'ai hâte de les voir rouler, j'ai hâte de voir à quoi elles vont ressembler. J'ai hâte de voir quand même comment elles vont se comporter, même si on s'attend à ce qu'elles soient bien derrière les Rébellions et surtout les Toyota. Toutefois, je suis un petit peu étonné que tu n'aies pas cité Guy Smith, qui sera donc sur la Ginetta numéro 6. Parce que Guy Smith, c'est quand même un ancien vainqueur des 24 heures du Mans avec Bentley en 2003. Et rien que pour ça, je trouve que j'ai vraiment hâte de voir rouler cette numéro 6. Mais effectivement, je l'avais complètement oublié dans le line-up, mais tu as raison. Et même Oliver Jarvis, que j'aurais pu citer aussi comme pilote expérimenté, tu as raison. Oui, effectivement. Mais voilà, effectivement, il y a très peu de suspense et je vois vraiment pas comment Toyota pourra manquer le titre cette année. Alors avec Brandon Hartley qui rejoint le line-up de la numéro 8 à la place de Fernando Alonso. Bon voilà, Brandon Hartley, c'est un pilote qui n'a pas convaincu en Formule 1, mais qui en tout cas était solide en endurance, et je pense que bon, il va bien compléter ce plateau, ce line-up pour la numéro 8. Effectivement, et moi aussi je partirais plutôt sur un numéro 8 puisque c'est les champions du monde en titre et qu'ils ont rajouté un très bon pilote de F1, enfin un très bon pilote d'endurance qui est passé par la F1. Donc je pense qu'on peut parler sur un numéro 8. C'est vrai que pour compléter sur ce que tu dis, par exemple sur le team Baïkoles qui va revenir l'an prochain, on aura Aston Martin qui arrivera l'an prochain, on aura théoriquement la Scuderia Cameron Glinkelos qui arrive aussi l'an prochain. Donc on a déjà 3 nouveaux teams qui arriveront en hypercar, donc dans la nouvelle catégorie LMP1. Quid de Rébellion et quid de Ginetta? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est un peu la question qu'on se pose. Quel est l'intérêt de faire rouler une voiture pour seulement une année pour Ginetta? Ben oui, mais de toute manière, les voitures étaient déjà prêtes l'année dernière pour Ginetta, et c'est des problèmes de sponsors qui ne leur ont pas permis de participer à la saison. Et donc je pense que pour Ginetta, c'est un peu la suite logique d'être présent cette année. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus inquiet au sujet de Rébellion, et est-ce que ça marquera pas peut-être la dernière saison de Rébellion dans l'élite? C'est autre chose. J'ai vu que Oreca cherchait peut-être à s'allier avec quelqu'un pour engager des voitures dans cette catégorie LMP1, enfin GT, Super GT, je ne sais plus exactement quelle est la dénomination. C'est Hypercar, c'est ça, pardon, j'ai eu un petit trou de mémoire, pardon.
Donc peut-être qu'on reverra Rébellion. Pour l'instant, je demande à voir. Mais je pense que le souci de cette catégorie hypercar, dont on pourra reparler, on aura le temps, mais c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'écuries qui veulent s'engager, mais tout le monde veut gagner, et c'est mathématique, tout le monde ne pourra pas gagner, et ça risque d'être un problème, je pense. Mais en tout cas, j'attends avec impatience cette saison 2020-2021, parce que cette saison 2019-2020 en LMP1 va être assez soporifique. Effectivement, et c'est assez terrible, mais tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passera dans un an plutôt que maintenant. Alors revenons sur cette année, et revenons surtout sur ce calendrier, donc 8 courses. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors on commence par une course de 4 heures à Silverstone, puis une course de 6 heures à Fuji, puis une course de 4 heures à Shanghai, une course de 8 heures à Bahreïn, 6 heures à Sao Paulo, 1000 miles à Sebring, donc ce qui fera à peu près 10 heures je crois, 6 heures à Spa-Francorchamps, et pour finir les 24 heures du Mans. Qu'est-ce que tu penses de ce calendrier 2019-2020 ? Alors c'est un calendrier finalement sans grande surprise par rapport à ce qu'on a pu connaître. On a quand même le retour de Bahreïn et de Sao Paulo. Alors c'est le plus gros grief que j'ai à accorder à ce calendrier. Finalement, c'est la multitude des formats de courses, avec notamment Silverstone qui passe de 6 heures à 4 heures, Shanghai aussi qui arrive en 4 heures. Par contre, Bahreïn, on aura 8 heures, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu bizarre, et surtout, c'est pas les courses les plus importantes du calendrier, ce ne sont pas les courses les plus emblématiques du calendrier qui vont bénéficier d'un format allongé. Et donc, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui a été fait au niveau des formats de course, notamment les 1000 miles de Sebring qui restent en 1000 miles et qui ne repassent pas en 1500 miles comme on l'avait prévu l'année dernière. C'est un petit peu dommage, je trouve. Maintenant, je trouve que c'est un calendrier qui est intéressant avec 8 courses. Je pense que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas plus de courses, il n'en faut pas moins non plus. 8, c'est bien. Et puis surtout, aller à Sakir au mois de décembre, c'est plutôt sympa parce que c'est une période de l'année où on ne peut pas courir en Europe, ni en Amérique du Nord, ni au Japon par exemple, qui sont vraiment les berceaux historiques du sport auto. Et on va en profiter pour aller courir dans le désert, là où il fait encore chaud. Et finalement, c'est bien de pouvoir meubler un petit peu cette période assez creuse habituellement. Effectivement, et puis on va aussi courir en Amérique du Sud au tout début du mois de février, donc quand il fait encore chaud dans le sud. Alors après, pour revenir sur ce que tu dis sur le calendrier, je pense qu'il y a quelques compléments à donner. Déjà, c'est qu'il y a des formats de courses qui appartiennent à certains circuits qui est difficile de bouger. Par exemple, Silverstone a déjà des courses de 8 heures, 10 heures et 24 heures dans d'autres catégories. Donc c'est compliqué de renommer une course 8 heures de Silverstone en endurance, sachant que ça existe déjà. C'est la même chose par exemple pour Sebring, où on n'a pas pu mettre les 12 heures de Sebring puisque c'est déjà une course en IMSA. Ensuite, c'est assez malheureux, mais je trouve que tu as raison sur les courses de 4 heures. Mettre des courses de 4 heures dans un calendrier international. Alors en GTE Pro, il n'y a que 2 pilotes par voiture, donc ça ne me pose pas de problème. Par exemple, en LMP1, c'est-à-dire qu'un trio comme José Maria Lopez, Mike Conway, Camille Kobayashi va devoir se répartir 4 heures de course. C'est assez ridicule, ça fait 1h20 chacun, c'est même pas un Grand Prix. Pilote de Formule 1, en fait, exactement. Ça va faire 1h20 chacun, ce sera moins qu'un Grand Prix de Formule 1. Exactement, donc je trouve ça assez aberrant. Après, étant grand suiveur du WeatherTech Sports Car Championship, donc le championnat d'endurance nord-américain, j'aime beaucoup cette multiplication des formats, et j'aurais aimé justement avoir des courses de 12 heures et de 10 heures, par exemple à Silverstone et Shanghai, pour encore une fois allonger les formats, que les formats les plus courts restent à 6 heures, que ce soit finalement des courses sprint à Fuji ou à Sao Paulo, et mettre des courses beaucoup plus longues sur d'autres. Pour moi, ça aurait été intéressant de continuer comme ça, quitte à donner un peu plus de points sur ces formats-là, même si c'était moins qu'au 24 heures du Mans. Bref, s'y retrouver comme ils le font en Amérique du Nord, mais ça m'aurait pas déplu, et je suis assez pour cette multiplication des formats, mais à la hausse et pas à la baisse, comme on l'a vu, comme on le voit à Silverstone et Shanghai, où à mon avis, à Silverstone, en 4 heures, on va vite s'ennuyer. Oui, effectivement, déjà Silverstone en général, c'est l'ouverture de la saison, et déjà sur une course de 6 heures, c'est rarement passionnant à Silverstone, et là sur 4 heures, on risque de s'ennuyer. J'ajouterais juste un petit truc par rapport à ce que tu disais sur les formats. Comme on a ce format de 1000 miles à Sebring, on aurait pu aussi imaginer des formats en distance et non pas en temps, et pourquoi pas mettre un format à 1000 ou 2000 km à Shanghai par exemple, plutôt que 4 heures qui n'ont vraiment, comme tu l'as dit, aucun intérêt. Tout à fait, et puis par contre, quelque chose qui sera surveillé dans le calendrier, c'est que la dernière fois qu'on est allé à Bahreïn, fin novembre, début décembre, il a plu énormément, je sais pas si tu te souviens. C'était des trompes d'eau et ça avait failli coûter le titre à Porsche en LMP1. Donc je trouve ça intéressant de retourner à Bahreïn à cette période de l'année, et peut-être que justement on va avoir du spectacle, et peut-être qu'on va avoir de la pluie à Bahreïn, et on sait que le circuit évacue très très mal la pluie, donc ça peut être très intéressant
avoir cette course des 8 heures de Bahreïn, surtout qu'ils l'ont rallongée, donc c'est toujours bien des courses un peu comme ça à suspense. Et oui, tout à fait. Et puis, bon, je vais quand même être un peu élogieux vis-à-vis de ce calendrier. C'est que c'est quand même on va quand même aller visiter des lieux assez mythiques de l'endurance et du sport auto en général. Puisque bien évidemment, il y a les 24 heures du Mans, mais on ira à Spa, on ira à Sebring, on ira à Fuji aussi, qui sont des hauts lieux du sport auto mondial. Et finalement, c'est un calendrier, je trouve, assez pertinent, beaucoup plus pertinent, par exemple, que le calendrier de la Formule 1. Effectivement, ouais. De ce point de vue-là, après, on tourne toujours autour des mêmes courses, mais elles sont assez mythiques désormais. Je pense qu'on peut conclure sur cette preview du championnat du monde d'endurance 2019-2020. On fera bien évidemment les comptes à la fin de la saison et à mi-saison pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que fin décembre, on fera les comptes après la 4e course et on fera les comptes après les 24 heures du Mans pour savoir si tes prédictions se sont révélées exactes, mon cher Louis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire sur ce calendrier, sur cette saison un peu spéciale de l'endurance, il faut bien le reconnaître parce qu'on a tous les yeux rivés sur les hypercars dans un an, sur ce maigre plateau GTE Pro, bref, sur tout ce que vous avez comme remarque. Louis, je te remercie d'avoir fait cette présentation de la saison 2019-2020 d'endurance avec moi. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Et on se dit à la prochaine, salut! Salut à tous, à bientôt!